Ok, on continue donc dans de ce cours de modèle linéaire appliqué. Donc je fais ma dernière petite capsule dans le cas de la régression simple, dans le cas où on veut régresser sur une variable factorielle. Alors je vais juste basculer tout de suite sur mes slides, ce sera aussi plein, c'est aussi simple. Okay, donc ma variable x, tout d'un coup, n'est plus une variable continue, mais j'ai une variable factorielle. D'accord. Donc une variable qui peut prendre plusieurs catégories. Alors on vient de finir de travailler sur le poids et la taille des élèves. Là, on va s'intéresser à la taille, qu'on va régresser sur le genre. D'accord. Donc le genre est typiquement une variable catégorielle. Okay. Donc c'est ça dont on va parler tout de suite. Ok. Alors ça paraît peut-être un petit peu artificiel la manière dont je vais le présenter. Encore une fois, si on avait vu l'approche matricielle, ça aurait permis de simplifier pas mal de choses. Mais bon, je voulais quand même en parler ici parce que comme ça clarifiera aussi pas mal de choses par la suite quand on aura des matrices en dimension un peu quelconque. En fait, ce qui se passe, c'est lié à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu en stats, c'est ce qui s'appelle l'ANOVA. Donc ça, c'est ce qu'avait proposé Fisher il y a tout juste un siècle. L'ANOVA, c'est Analysis of Variance. Okay. Donc Fisher avait proposé une technique pour étudier. Donc Fisher est très connu pour pas mal de travaux, en particulier en biologie, sur l'étude des engrais, ce genre de choses. Okay. Et repenser à ce que j'avais présenté dans mes données, dans la première série de slides ici, c'était les données longitudinales. Et donc, on a plusieurs observations qui sont associées à un groupe. D'accord. Donc, vous allez prendre un champ. D'accord. Donc, J, ça va être un champ dans lequel vous allez faire un traitement. Donc, par exemple, vous allez tester un type d'engrais et vous allez mesurer la taille des plantes, par exemple. Donc, vous mesurez la variation des plantes en une semaine. Okay. Vous avez votre premier champ dans lequel vous avez un type d'engrais, un deuxième champ avec un autre type d'engrais et tout ce genre de choses. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les engrais ils sont tous identiques? Okay. Donc, en gros, est-ce que les Y, I, J, donc I c'est la plante, J c'est la parcelle. Okay. Est-ce que toutes les observations dans les parcelles sont équivalentes? D'accord. Alors, on peut formaliser ça de la manière suivante, c'est de dire, j'ai des observations qui sont donc ces Y, I, J. D'accord. Donc c'est en gros la taille d'une plante, la plante J dans le champ J. Okay. J'aurais envie de dire que ça va être quelque chose qui va dépendre du champ et d'un bruit. Okay. Donc, on verra plus explicitement apparaître la régression. La forme de la régression, on la voit apparaître là. D'accord. C'est de dire que Y, c'est un modèle plus un bruit. Là, ce que je dis, c'est que le modèle ne dépend que du champ. D'accord. Donc, je me dis qu'à l'intérieur d'un champ, j'ai une certaine homogénéité. Okay. Donc, en moyenne, je dois avoir à peu près toujours la même valeur, mais je peux avoir de la variabilité entre les plantes. Okay. C'est ce que je capture par cet epsilon J. Donc, il y a vraiment un effet structurel qui est le groupe J et un effet idiosyncratique, un effet propre, qui est ce epsilon J. D'accord. Donc, je vais quand même supposer que tous mes epsilon J sont les mêmes, c'est-à-dire que dans le champ 1, je vais varier autour d'une certaine moyenne, mais avec une certaine variance. Okay. Dans le champ 2, ça se trouve, j'ai un super engrais qui fait que les plantes sont 2 fois plus grandes. Donc, je vais être sur un niveau 2 fois plus élevé, mais la variabilité que j'ai autour, elle est toujours additive, elle est toujours en sigma 2. Okay. Donc, c'est peut-être une hypothèse qui est très très forte, c'est une hypothèse qu'on pourra lâcher, mais c'est ça que je veux supposer maintenant. D'accord. Donc, l'hypothèse, le modèle classique de Fisher, c'est de dire la taille d'une plante dans un champ J, c'est une valeur constante qui va dépendre du champ, alpha J, et de la composante idiosyncratique. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que je vais essayer de me ramener à ce qu'on avait l'habitude de faire dans la régression, en tout cas ce qu'on va avoir l'habitude de faire dans la régression, c'est de dire que j'ai un terme constant et que j'ai un petit quelque chose. Alors, ça, c'est une petite subtilité parce que on aime bien les constantes. On aime bien dire que nos Y, il y a une constante plus un effet champ. D'accord. Donc, je discuterai longuement ce petit point-là. D'accord. Mais j'ai besoin de supposer que j'ai un effet qui va dépendre du champ. D'accord. Mais j'ai besoin de le normaliser par cette valeur bêta 0 qui sera ma constante. D'accord. Donc, je reviendrai là-dessus parce que ça nous pose un petit souci quand même. C'est que ce modèle, il est très clairement non identifiable. D'accord. C'est qu'éventuellement, je peux avoir, supposons que j'ai que 2 champs. D'accord. C'est ce qu'on aura quand on fait les tailles des élèves. On a 2 genres. Donc ici, j'ai 2 champs. Donc je peux faire la même chose. J'ai le groupe des garçons et des filles. Et dans chacun des groupes, j'ai un certain nombre de I. D'accord. Donc j'ai pas mal de YI garçons et j'ai aussi des YI filles. D'accord. Ce que je dis, c'est que la taille, elle va dépendre d'un effet qui est la taille moyenne des garçons et la taille moyenne des filles. D'accord. Donc je vais avoir mon alpha 1, ou là, un alpha homme et un alpha femme. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que tout d'un coup, je vais récupérer un bêta 0, un bêta homme et un bêta femme. Et ça, on voit, ça nous pose un souci, c'est qu'autant le premier modèle, je veux bien croire qu'il est identifiable. A priori, je peux avoir effectivement une moyenne pour les hommes et une moyenne pour les femmes. Sauf que si jamais j'ai un modèle à 2 paramètres qui me paraît identifiable, celui à 3 ne le sera pas.
Je vous renvoie à ce que je racontais en algèbre linéaire sur les systèmes libres. Euh, si jamais deux systèmes sont libres et que j'ai décrit tout mon espace, avec 3, il y a forcément une contrainte qu'il va falloir saturer. Okay, donc, ce que je demandais Fisher, c'était tout simplement, est-ce que, alors je reviens à mes histoires d'engrais, est-ce que mes deux engrais, est-ce que mon engrais qui est utilisé dans le champ 1 versus celui qui, alors, généralement on aura plutôt un groupe de test et un groupe placebo, okay, est-ce que en mettant l'engrais, est-ce que j'ai vraiment obtenu quelque chose de meilleur? Donc on peut reformaliser dans la taille des élèves, c'est est-ce que la taille des garçons et la taille des filles, elle est la même? D'accord? Donc je vais tout simplement faire un test, donc c'est sur notre t-test, c'est un test de moyenne, encore une fois. En supposant une normalité de la taille, on récupère un test de Student, okay, dans lequel je veux expliquer la taille en fonction du sexe. Donc on voit apparaître en fait un petit quelque chose, rien que dans la forme, qui nous rappelle la régression, puisque je vous ai dit, sous R, la régression se fait avec le tilde. Y tilde X, c'est une régression. Okay, donc le test de Student, un sous R, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, recreusez un petit peu ça. Mais il va vous calculer une statistique de test. Donc, alors, juste pour info, il vous renvoie la taille moyenne des femmes, la taille moyenne des hommes. Okay, donc, je calcule la différence entre les deux. Donc, la différence entre les deux, elle est à peu près à, j'ai peut-être 12-13 cm de différence. Okay, je peux calculer ma statistique de test. Ma statistique de test, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les deux. Encore une fois, je vous renvoie aux capsules vidéo sur les tests. Mais en gros, je vais prendre le Y bar des femmes moins le Y bar des hommes et je vais diviser ici par un certain sigma, d'accord, qui sera en gros l'écart type dans toute ma population. Okay, divisé par, avec le racine de n, mais, ce genre de choses. Donc ici, j'ai ma statistique de test qui a été normalisée. Tomber sur moins 15 avec une statistique de Student, c'est quand même la faute à pas de chance. Okay, donc effectivement, la p-value, elle est de l'ordre de, elle est plus petite que 10-16. D'accord, donc il y a très peu de chance. Donc ça veut juste dire qu'effectivement, la taille des hommes et la taille des femmes sont significativement différentes. Okay, donc ça, c'est le test pour savoir si jamais les deux groupes sont identiques ou pas. Alors, je vais juste vous le présenter sous la forme d'une régression, parce que c'est ce qui va nous intéresser ici. Okay, donc, j'avais ce modèle-là que je voulais tester. Donc, encore une fois, les bêtas, c'est ce que je vais toujours avoir dans mes régressions. Donc, quand je vous mets un modèle avec du bêta, c'est que j'essaye d'écrire un modèle de régression. D'accord? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la taille des hommes, par exemple, ce serait bêta 0 plus un bêta qui est associé aux hommes, plus un bruit. La taille des femmes, c'est taille des femmes, c'est bêta 0 plus un bêta associé aux femmes, plus un bruit. Ce modèle, il n'est pas identifiable. Okay, il n'est pas identifiable parce que j'ai trop de paramètres. D'accord? Tout simplement, si vous n'êtes pas convaincu, je peux tout simplement rajouter genre 5 sur bêta 0, enlever 5 sur les deux coefficients bêta homme et bêta femme, et dans ces cas-là, j'ai un modèle qui est rigoureusement identique. D'accord? Donc, il n'est pas identifiable dans le sens où, avec différents jeux de paramètres, je peux récupérer deux modèles rigoureusement équivalents. Donc, pour le rendre identifiable, il y a 3 solutions. Première solution, c'est de supprimer la constante. Okay, donc, c'est le premier modèle dont je vous parlais, qui est de dire, je vais faire un groupe différent entre les hommes et les femmes. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors, on va oublier les ordonnées, hein, je ne sais pas exactement la taille des hommes et la taille des femmes, mais la première solution, c'est de dire, je vais avoir une valeur moyenne pour les hommes, pour les femmes, et une valeur moyenne pour les hommes. Okay, donc, je vais mettre deux niveaux qui sont différents. Ça, c'est la première solution. Mais elle ne nous plaira pas trop. D'accord, elle ne nous plaira pas trop parce que je l'ai déjà dit très rapidement, mais c'est un point important dans ce cours. Dans un modèle de régression, on ne supprime jamais la constante. Donc, je veux toujours garder cette constante bêta 0 parce que, prenez ça comme une position dogmatique si vous voulez, mais je veux garder cette contrainte essentiellement parce que quand on aura des modèles compliqués, c'est toujours rassurant d'avoir cette constante parce qu'on peut s'assurer au moins que la somme des carrés des résidus sera égale à 0. Okay, dans ce cas-là, je pourrais m'y affranchir parce que je régresse juste sur ma variable factorielle, mais de manière générale, je devrais. On va toujours garder la constante. Puis encore une fois, si j'avais deux variables factorielles, supprimer la constante, ça permet de résoudre le problème la première fois, mais pas la deuxième. Okay, donc ça me rendra mon modèle pas identifiable sur la deuxième variable factorielle, et donc on est un peu revenu sur le point de départ et on est bloqué. Donc supprimer la constante, c'est une solution à trop court terme et qui ne me plaît pas. Donc on va dire que je la supprime parce que je l'aime pas. Autre solution, et celle-là par contre va beaucoup plus me plaire, c'est de supprimer une modalité. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il y aura une modalité qui va s'appeler ce qu'on va appeler modalité de référence. Donc ici, en l'occurrence, ce sera la modalité 1. Donc dans le champ numéro 1, ça sera ma référence. C'est-à-dire que je vais forcer à avoir bêta 1 qui vaut 0. Okay, donc ça, je le formaliserai en disant que c'est la modalité de référence. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais pourquoi? Ça veut tout simplement dire, j'ai mon groupe 1, j'ai mon groupe 2. Okay, dans mon groupe 1,
je me trouve très exactement ici. Donc dans ces cas-là, je récupère mon bêta 0. Ok, et ce que je dis, bah, donc ça c'est la taille des femmes. Donc, si jamais j'essaie de prévoir pour les femmes, bah, j'ai juste mon bêta 0. Ok, j'ai juste ce coefficient-là, essentiellement parce que le coefficient qui est là vaut 0. Ok, donc la valeur prédite, elle va être très exactement ici. Donc ça va être mon bêta 0. Et comment est-ce que je décris les hommes? Je ne les décris pas, non pas comme je le faisais auparavant en disant bah, je vais prendre leur taille moyenne, je vais prendre la différence par rapport aux femmes. D'accord? Donc quand je fais ce modèle-là, l'interprétation du coefficient bêta J, c'est plus la valeur moyenne dans le groupe, ça va être la différence relative qui existe par rapport au groupe de référence. D'accord? Je vais expliciter tout ça normalement dans 2 minutes avec des petits exemples, mais c'est ça qu'on essaie de construire fondamentalement. Et l'autre possibilité, c'est de passer par ce qui s'appelle des contrastes, qui est une méthode un peu exotique, mais qui peut avoir son intérêt de temps en temps. C'est de dire que je vais prendre une constante, mais qui sera la valeur moyenne dans le groupe. Donc je vais avoir cette valeur moyenne dans mon groupe, okay, qui va me donner ce gamma 0. Et je vais dire, bah, il y a les groupes des femmes, qui sont un peu plus petites, donc j'enlève un petit quelque chose, et le groupe des hommes, qui sera un petit peu au-dessus. Okay. Donc pour avoir un modèle identifiable, il y a 2 solutions, enfin 3 solutions. Soit je supprimais la constante, mais j'ai dit qu'on n'allait pas le faire, soit je vire une modalité dans ma régression, donc on le verra dans un instant, et ce sera la solution qui sera toujours retenue. Et par construction, donc ça aussi c'est une règle, je pense que c'est la même règle pour tous, mais sous R, par définition, vous supprimez toujours la première modalité dans l'ordre alphabétique. Okay, donc ici, je vais avoir par exemple ma variable homme, femme. Alors, de mémoire, c'est male and female. Donc vous avez F et M. Okay, comme F arrive avant M, F sera ma modalité de référence. Okay, dans ces cas-là, je n'aurai pas de bêta F. D'accord? L'autre possibilité, c'est les contrastes. Je vais peut-être passer un petit peu les contrastes parce que ça va compliquer un petit peu la compréhension. Okay. Alors, mes modèles étant identifiables, je peux faire des estimateurs du maximum de ressemblance sur ces groupes. Okay. Ce que je vous dis juste, c'est que dans mon modèle avec mes alphas, c'est quoi la valeur de alpha J? C'est quoi la valeur, enfin, l'estimateur du maximum de ressemblance de mon paramètre alpha J dans mon modèle tel que je voulais le décrire? Bah, on a un modèle qui est très simple. Hein. Fondamentalement, on a des modèles de la forme suivante. YIJ, c'est alpha J plus epsilon IJ. Okay, donc ça, on l'a vu 15 000 fois. Si jamais j'essaie de faire du maximum de ressemblance là-dessus, ou des moindres carrés, peu importe, c'est la même chose. Sous hypothèse de normalité, j'aurais un maximum de ressemblance. Mais l'estimateur naturel de cette grandeur-là, c'est quoi? C'est tout simplement la moyenne dans le groupe. Okay, donc c'est mon Y bar J. Okay, je prends la taille moyenne des hommes et je prends la taille moyenne des femmes. D'accord? Donc les estimateurs classiques, c'est vraiment tout simplement des moyennes empiriques. Okay, donc ça, c'est l'interprétation sur les coefficients en alpha. Si je regarde les coefficients en bêta, ce que je vous dis, c'est que le premier coefficient, c'est le coefficient constant. Dans ces cas-là, je vais prendre, donc, comme c'est associé à la modalité numéro 1, dans ces cas-là, je vais prendre la moyenne du premier groupe. Okay, donc la moyenne du premier groupe, je vais tout simplement prendre la taille des femmes, taille moyenne des femmes, dans ma régression. Okay, la seule chose, c'est que pour les autres coefficients, je vais plus interpréter de manière absolue en disant je vais prendre la taille des hommes, et je vais prendre la taille moyenne des hommes relativement à la taille moyenne des femmes. Donc en fait, si jamais j'avais plusieurs modalités, j'ai ma modalité de référence bêta 1 dans laquelle mon groupe numéro 1, donc ma constante, ce sera la moyenne dans le groupe 1. Et pour les autres coefficients, les bêta chapeau J, c'est tout simplement la moyenne dans le groupe J, moins la moyenne dans le groupe de référence. Okay, donc en fait, quand je vais faire mes calculs, je vais toujours me positionner par rapport à la modalité de référence. D'accord? Je passe les contrastes parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce qu'on fait ici. Ok, donc la théorie, vous n'avez rien compris. Je vais le refaire tranquillement pour vous montrer que ce que je vous dis n'est pas complètement stupide. Ok, donc je reprends ma base de données avec les hommes et les femmes dont je mesure la taille. D'accord, donc j'ai ma base Davis depuis le début. Okay, donc je prends la taille des femmes. Donc les femmes font en moyenne 1m64, les hommes font en moyenne 1m78. Okay, si je fais ma régression, donc LM, c'est la fonction de régression de la taille sur le sexe. Okay, donc il s'avère que j'ai le droit de régresser sur le sexe, c'est une variable factorielle, mais peu importe. On reviendra un peu plus en détail là-dessus sur qu'est-ce qu'il fait, mais techniquement, repensez à ce que j'ai dit quand je vous ai défini la loi multinomiale. Il va vous créer en fait 2 variables. Okay, une indicatrice pour les hommes, une indicatrice pour les femmes. D'accord, donc c'est vraiment comme si je faisais une régression de la forme suivante. Bêta 0, plus bêta pour les femmes, indicatrice qu'on a une femme, plus bêta F, une indicatrice pour les hommes. Okay, donc j'utilise juste le fait que ma variable factorielle, je peux la disjoncter
en deux variables indicatrices, tout simplement parce que j'ai une loi multinomiale, j'ai une loi de variables factorielles. D'accord? Donc ce modèle-là est par essence un modèle que je ne peux pas identifier. Donc ce que je vous ai dit, solution numéro 1, je vais supprimer ce bêta 0. D'accord? Donc c'est le premier modèle que je fais en disant 0 plus. Donc 0 plus veut dire ne mets pas de constante. D'accord? Je le fais à titre d'exemple, je vous déconseille de faire ces 0 plus parce que c'est pas bon. Okay? On a besoin des constantes, mais si jamais je le fais, voilà ce qui nous renvoie. Donc ici, je récupère tout simplement mon bêta chapeau F, et dans l'autre cas, j'ai mon bêta chapeau H. Ce que vous observez, c'est qu'on a très exactement les formules dont je parlais auparavant. Bêta chapeau F, c'est tout simplement la moyenne empirique de la taille des femmes, et bêta chapeau H, c'est tout simplement la moyenne de la taille des hommes. Okay? Donc quand un nouvel individu arrive, si je vous dis c'est un homme, dans ces cas-là, vous devriez dire c'est comme ma prévision. Ma prévision, je vous rappelle, c'est toujours quelque chose de la forme suivante, c'est Y chapeau X, c'est, alors bêta 0 chapeau, il n'y en a pas, plus bêta chapeau F, indicatrice que X est une femme, plus bêta chapeau H, indicatrice que X est un homme. Okay? Donc X, je dis que c'est un homme, l'indicatrice que X est une femme, ça vaut 0, alors que l'indicatrice que X est un homme vaut 1, et donc quand je regarde ce que ça me donne très exactement bêta chapeau H. Donc ce que me dit ma régression, c'est juste, si jamais quelqu'un arrive et tu sais juste que c'est un homme, tu prédis 1m78. Si jamais quelqu'un arrive et que c'est une femme, tu prédis 1m64. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui est fait ici, et c'est vraiment ça qui est calculé. Okay? C'est vraiment ces bêta chapeaux qui sont les moyennes empiriques. Donc c'est vraiment ces formules dont je parlais juste à l'instant. Pardon. Les moyennes dans chacun des groupes, ce sont les alpha J ici, puisque je n'ai pas mis de constante. D'accord? Donc j'avais supprimé ma constante, donc les alpha J sont vraiment les moyennes empiriques dans chacun des groupes. Okay? On regarde le deuxième. Oups, pardon. Il faut que je gomme. L'autre régression consiste à dire je supprime une modalité de référence. D'accord? Donc je vais remettre mon bêta 0 et je vais supprimer ma modalité de référence. Donc celui-là, je vais le mettre comme étant égal à 0. Okay? Dans ces cas-là, on va faire la régression. D'accord? Donc je régresse, donc on l'a ici, hein, je régresse la taille sur 1 plus le sexe. Donc cette fois-ci, j'ai forcé à avoir la constante. Et il va naturellement supprimer la première modalité qui apparaissait dans la base, c'est-à-dire les femmes. Okay? Donc quand on regarde la sortie de régression, j'ai ma constante. Donc ça va me donner mon bêta 0. Donc ici, j'ai mon bêta 0 chapeau. Et ici, comme j'ai plus mon bêta F, j'ai mon estimateur bêta chapeau, sachant que j'ai un homme. D'accord? Donc maintenant, si je regarde l'interprétation, c'est très simple. Effectivement, bêta 0 chapeau, c'est la moyenne empirique. Donc bêta 0 chapeau, c'est tout simplement la moyenne que j'avais dans le groupe des femmes. D'accord? Donc là, c'est ce que je vous ai dit, la première propriété, qui est que le bêta 0 chapeau, c'est la moyenne empirique dans ce qu'on appelle le groupe de référence. Maintenant, on peut se demander ce que c'est que le deuxième, mais le deuxième, je vous ai dit ce que c'est. Le deuxième, c'est comment est-ce que le groupe des hommes se compare par rapport à la modalité de référence. Donc cette différence, normalement, la valeur qui se trouve ici, le 13, c'est normalement très exactement la différence qui se trouve entre les deux tailles de mes groupes. Okay? Donc entre le 1m78 et le 1m64.7. Okay? Donc on a une interprétation très simple, c'est que ce que je mesure, c'est tout simplement le gain en taille que j'associe à quelqu'un qui arrive en tant qu'homme. Donc cette fois-ci, mon bêta H va s'associer comme étant une différence entre les hommes et les femmes. Okay, donc c'est une différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Okay, donc on a une interprétation très simple, et ça c'est génial parce que dans cette écriture-là, tout d'un coup, j'ai une interprétation très très forte de ce coefficient-là qui me dit est-ce que mes deux groupes ils sont vraiment différents? D'accord? Donc si jamais je regarde ce que j'ai sur ma sortie de régression, la sortie me dit est-ce que ce 13 il est significativement différent de 0? Okay, quand je fais un test de nullité de ce coefficient, c'est fondamentalement est-ce que mes deux groupes ils sont identiques ou pas? Okay, on s'aperçoit qu'on a une t-value à 15, d'accord? Donc mes deux groupes sont significativement différents. Donc les femmes et les hommes sont vraiment de taille différente. Okay? En tout cas, je rejette le fait que les hommes fassent la même taille que les femmes, avec mes 200 observations en tout cas. Okay? Donc cette interprétation, elle est vraiment forte et elle va toujours nous permettre de nous positionner par rapport à un groupe de référence. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je faisais ici. Donc je vous ai détaillé les calculs, mais c'est juste vous dire la modalité de référence
va être associée à la constante. Donc l'interprétation de la constante, c'est que je fais la moyenne dans le groupe des femmes. Et quand je regarde je ne sais pas ce qu'a raconté ici, il y a une petite erreur ici. Quand je regarde la valeur de mon bêta chapeau 1, c'est par contre, je vais récupérer la moyenne dans le groupe des hommes, des males, alors qu'ici j'avais la moyenne dans le groupe des femmes, moins la moyenne dans le groupe des femmes. D'accord? Donc, souvenez-vous juste que quand vous faites une régression factorielle avec une constante, ce que vous ferez tout le temps, les coefficients s'interprètent comme des positionnements par rapport à la modalité de référence. Okay? La référence sera par définition toujours la première valeur dans l'ordre alphabétique des modalités que prenne la variable. D'accord? On reviendra un petit peu là-dessus par la suite. On peut se demander est-ce que la variable sert à quelque chose. Alors, la significativité de la variable, c'est quelque chose de tordu dans le sens où je ne cherche pas à savoir si une modalité est pertinente, je me demande si la variable est pertinente. Alors, on verra la différence quand on fera des modèles appliqués par la suite, quand on aura des modalités des variables avec 10 modalités. Peut-être que les 10 modalités, c'est trop. Peut-être que 3 suffirait. D'accord? Mais la question qu'on se pose, ce n'est pas la taille optimale des modalités, c'est vraiment est-ce que cette variable, elle me sert à quelque chose. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un test multiple. Donc, les tests multiples, c'est un petit peu plus tordu à faire. C'est tout simplement par exemple, est-ce que mon bêta 2 est égal à mon bêta 3 est égal à mon bêta 4. D'accord? Alors, ça, je vous renvoie à chercher des notes de cours sur l'ANOVA si vous ne l'avez jamais vu en stats. C'est vraiment la question que se posait Fischer, qui était de dire j'ai mes différents champs. Est-ce que mes champs ils sont tous pareils ou est-ce qu'il y en a au moins un qui est différent? D'accord? Donc, c'est vraiment ce test multiple de est-ce que tous me produisent la même chose? D'accord? Donc, on peut l'avoir tout simplement en revenant sur des sommes des carrés des totaux, des sommes des carrés par groupe. D'accord? Donc, on revient sur une espèce de décomposition de la variance, en fait. Je regarde la variance intra, la variance inter, okay, et je me demande est-ce que la variance entre mes groupes elle est suffisamment importante pour que ça ait du sens de séparer mes groupes. D'accord? C'est vraiment ça que raconte Fischer avec ses petites notes. Okay, je vous passe un petit peu les détails, encore une fois, je vous encourage à lire. Trouvez une capsule vidéo sur l'ANOVA si vous ne l'avez jamais vue. Mais voilà, encore une fois, je raconte des choses qui sont pas nouvelles. Mais je peux calculer donc une statistique de Fischer. Je le referai proprement quand on fera des tests multiples, encore une fois, quand on aura vu la régression multiple avec dans une approche vectorielle. Okay. Voilà. Sachez juste que c'est ça qui se cache derrière, donc c'est cette sortie de Fischer. Okay, je vais juste le montrer sur R ce que ça donne. Donc ANOVA, c'est écrit sous R, AOV, Analysis of Variance. Okay. Donc je lui demande tout simplement, est-ce que quand j'essaie de faire mon modèle pour expliquer la taille de mes élèves en fonction de leur genre, est-ce que mes groupes, donc, dans mes groupes, il y a une variance globale. Globalement, j'ai une certaine variance, mais ma variance, ça va se décomposer en deux, une variance intra, une variance inter. Donc il y a la variabilité que j'ai à l'intérieur de mon groupe des hommes, la variabilité que j'ai à l'intérieur de mon groupe des femmes, et la différence qui existe profondément entre les hommes et les femmes. Donc la variance intra-groupe. Okay, donc ça, comment je peux le mesurer? Je peux le mesurer tout simplement donc, en prenant deux modèles. Donc le modèle contraint, le modèle non contraint. Je calcule la somme des carrés des résidus dans mes deux groupes. Okay, ma statistique de Fischer va être la différence entre ces deux objets-là. Alors qu'il va falloir que je normalise par la taille de mes degrés de liberté. Mais je récupère cette grandeur-là, ce 240, et j'ai une p-value associée. D'accord? Donc je l'ai soit via cette fonction AOV, soit directement en faisant une ANOVA du modèle linéaire. D'accord? Donc qui vous renvoie exactement les mêmes chiffres. Donc c'est ça ma statistique de Fischer, c'est vraiment les sommes des carrés des résidus dans chacune des mes deux régressions, la régression contrainte et la régression non contrainte, techniquement. Okay, je corrige par des degrés de liberté, je récupère une statistique de test que je compare par rapport à ma loi de Fischer. D'accord? Donc encore une fois, une loi de Fischer 1, 195, le quantile à 95%, il est à 3,8. D'accord? Donc tomber sur 240, c'est pas possible, et c'est pour ça qu'on obtient une p-value à 2,10-16. C'est quasiment impossible d'obtenir quelque chose d'aussi grand. Donc vraiment, le sexe me crée deux groupes qui sont très, très, très hétérogènes. D'accord? Donc j'ai deux groupes qui vont se séparer parce que vraiment les hommes et les femmes ont des moyennes très différentes. Donc c'est ça qu'on essaie de quantifier ici. Je vais vous le faire dans un petit exemple un petit peu plus rigolo, parce qu'avec deux groupes, c'est facile. Là, je vais vous le faire avec 10 groupes. Okay, donc 10 groupes, je l'ai dans ma base d'appartements. Je vous ai parlé de cette base d'appartements qui sont le prix de logement en Pologne, pour lequel j'ai une information qui sont les districts.
D'accord? Donc j'ai une dizaine de districts qui sont ces districts qui sont indiqués ici. Et je me demande tout simplement, est-ce que le district, il m'explique est-ce qu'il me crée de l'hétérogénéité? D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'approche à la Fisher, c'est-à-dire j'ai 10 champs dans lesquels j'ai observé des productions de céréales et je me demande est-ce que les 10 se comportent de la même manière. D'accord? On voit très clairement, écrit dans mon problème de prix de logement, c'est j'ai observé dans chacun des quartiers plusieurs centaines de ventes de logements. Ok, et je me demande est-ce que mes quartiers sont tous identiques? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose, dans le sens significativité de la variable district. Okay, est-ce que mon district m'apprend une information ou est-ce que je peux considérer que dans tous les districts, je suis à peu près pareil? D'accord? Donc j'ai juste fait des box plots. Donc les box plots me permettent de voir un peu la distribution et on observe qu'il y a un quartier qui est visiblement très chic, dans lesquels les prix de logement sont quand même assez élevés. J'ai 3 groupes là qui apparaissent, qui sont à peu près du même niveau. Et ensuite, je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes qui sont relativement proches. Okay, donc je vois que mes 10 variables, peut-être que je peux quand même faire des regroupements. Alors on peut regarder ce que donnerait une régression. Okay, donc je vais faire une régression de mes variables explicatives. Donc en particulier, ici, je regarde, je vais avoir une modalité de référence qui sera en fait, j'ai l'impression que ma modalité de référence sur celle-là est Vola. D'accord? Donc c'est le quartier le moins cher, okay, que j'ai mis comme modalité de référence. Okay, je vous passe le calcul. Encore une fois, sur mon blog, vous aurez pas mal d'informations, puis je vous mettrai les codes en temps et en heure pour changer les modalités de référence. Mais j'ai pris cette modalité comme étant une référence. Et là, je commence à faire ma régression sur toutes mes variables explicatives. Alors, histoire de visualiser quelque chose, je me suis limité aux 6 premières. D'accord? Donc, comme par définition, je n'ai pas mis 0, il va me rajouter la constante. Okay, donc, à partir du moment où il y a la constante, il va toujours me supprimer la première modalité comme étant devenue modalité de référence. Donc, la valeur qui se trouve là, en fait, elle correspond très exactement à la valeur moyenne que j'avais dans ce groupe de référence. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est comment j'interprète mes autres coefficients. Le coefficient associé à Bellamy, ce n'est pas la moyenne des prix des logements dans cet arrondissement, dans ce district, c'est la différence par rapport à la modalité de référence. Okay, donc on observe que la différence entre les deux groupes qui sont là, elle est très faible parce qu'elle est de 17. Okay, si je prends le dernier groupe, Urus, j'étais un peu plus élevé, mais j'étais juste élevé de plus 100. D'accord? Donc en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que j'ai peut-être une différence, mais elle n'est pas énorme. Au contraire, si je prends le groupe qui arrive juste après, Zoliborgs, j'ai une différence cette fois-ci qui est de 800. D'accord? Donc je suis 800 euros par mètre carré plus cher. Et là, je peux faire une statistique de test. J'ai une statistique de test qui est à 9,8, d'accord, avec une p-value à 2,10-16. Donc là, ce groupe-là, par contre, il est vraiment différent de ma référence. Okay, donc, quand on fait des régressions sur des variables factorielles toutes simples, ça nous permet en fait de voir si jamais j'ai des groupes qui sont finalement homogènes, que je peux fusionner, parce qu'en fait, ce que ça me dit, c'est si jamais tous ces groupes, ils ont à peu près la même valeur, dans ces cas-là, je n'ai pas de raison de distinguer Vola de Pragam. Okay, si jamais le prix des logements dans les deux quartiers est le même, je crée une catégorie qui sera, si je veux le faire de manière un peu rapide, les quartiers populaires, les quartiers un peu plus chics et le quartier très chic. Okay, donc on voit apparaître nos 3 groupes ici, hein, et donc ça on peut faire des modalités, on peut faire des regroupements de modalités. Donc il faut le tester. Alors en fait, je n'ai pas insisté là-dessus, mais ici ce que je fais, ce sont ce qu'on appelle des tests simples. D'accord, je me demande est-ce que ce coefficient-là il vaut 0? La réponse est oui, je pourrais l'accepter parce que ma p-value elle est à peu près à 61%. Puis je peux me demander est-ce que ce coefficient-là il vaut à peu près 0? Le coefficient à 102, est-ce qu'il vaut à peu près 0? Oui, parce que ma statistique de test elle est à 1,2, ce qui me fait une p-value à 21%. 21%, c'est très largement au-dessus de 5%, donc je pourrais accepter l'hypothèse que ça vaut 0. Okay, mais faire des tests individuels, ce n'est pas équivalent à faire des tests multiples. D'accord, donc je peux faire un test propre qui serait tout simplement est-ce que tous mes premiers coefficients, mes 5 premiers coefficients, peuvent être tous égaux à 0 en même temps? Donc ça se fait comment? Ça se fait par analyse de la variable, par ANOVA. Okay, donc il va vous prendre le modèle restreint, il va vous prendre le modèle dans lequel je mets tous mes variables districts. Donc ici, en gros, j'ai 10 districts différents. Et ici, j'en ai tout simplement 4. Okay, puisque j'ai décidé que les 5, il y a celui de référence, et les 5 qui suivent, je les associe à ce groupe de référence. En fait. D'accord, donc je vais toutes les fusionner, j'ai fusionné mes 6 groupes ensemble. Okay, ce qu'il vous dit, c'est que votre statistique de test, elle est à peu près à 0,42. J'ai 5 degrés de liberté. D'accord,
enfin, 1 et 5. Et donc, ma p-value, elle est à peu près à 82%. Donc, en fait, je devrais avoir envie d'accepter mon hypothèse à 0. Donc, je vais penser effectivement que mes 5 modalités ici sont toutes égales à 0. Donc, je peux avoir tendance à… je peux légitimement, en tout cas, regrouper mes catégories. Donc, voilà, donc je vais pouvoir regrouper tout simplement mes 6 premières catégories ensemble, en fait. Il y a ma modalité de référence qui n'est pas différente en même temps de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Donc, en fait, tous ces groupes, toutes ces variables qui apparaissaient ici, je pourrais toutes les mettre ensemble. Donc, ça me fait un seul district parce que le test multiple me dit en fait toutes ces valeurs-là peuvent être considérées comme étant nulles en même temps. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle un test multiple. Mais là encore, tout ça, je le formaliserai d'un point de vue mathématique, en tout cas plus tard. Donc, je voulais juste faire une petite introduction avec les mains de ce que c'est que ce test, mais on le formalisera de manière plus propre dans une capsule plus tard. Donc, j'ai fait mon groupement. Donc, j'ai une grosse catégorie, je l'appelle A. D'accord. Donc, la syntaxe pour regrouper des modalités, ça consiste juste à dire que les levels, qui sont en fait les niveaux de ma variable là, je vais mettre A pour les 6 premiers. Okay, et puis, je vais garder les derniers. Donc, tout d'un coup, j'ai un groupe qui est A. J'ai ensuite mes 3, 4 districts possibles. D'accord. Donc, on retrouve le fait que en moyenne, A était quand même beaucoup plus bas que les autres. D'accord. Donc, la distribution est un cran en dessous par rapport aux autres groupes. OK. Donc, étape d'après, je vais me demander est-ce que ce groupe-là, comme référence, peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je le mets comme référence en particulier? Est-ce que, donc ici, je vais récupérer mon bêta 0. Mon bêta 0 va me donner la valeur moyenne qui devrait être à peu près par ici. Donc, on sera un petit peu en dessous de 4000, je pense. On va se demander est-ce que Mokotov et Ochota sont vraiment différents en termes de valeur moyenne des prix des logements que ma référence. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, ma variable devient, ma modalité devient ma référence. Okay. Donc, on peut regarder Mokotov et Ochota. Donc, les deux sont ici. Okay. Donc, on s'aperçoit que dans le Mokotov, on est 57 € de plus. Donc, encore une fois, pour mon groupe, on a la valeur moyenne qu'on avait observé ici. Donc, on est un petit peu en dessous de 4000. Okay. Mokotov, on est à une différence de 57. Et Ochota, on est à 158. D'accord. Alors, Ochota, ça nous donne une p-value qui est à peu près à 6%. Donc, on pourrait se poser vaguement la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de les regrouper ou pas. Voilà. On a l'impression que les deux se ressemblent. D'accord. Pour faire simple, les deux grandeurs qui sont, les trois groupes qui sont là, c'est-à-dire, une fois que j'ai pris cette référence, quand je regarde le positionnement de Mokotov par rapport à Zoliboards et Ochota par rapport à Zoliboards, est-ce que ces deux valeurs, ces deux bêta associés sont vraiment différents de 0? Okay. Le district A, il n'y a pas de souci. On est en dessous et il n'y a pas de souci, on est vraiment significatif. Le groupe d'après, quelque part, il n'y a pas de souci, on est aussi beaucoup plus élevé. Mais sur ce petit groupe ici, on a quand même l'impression que les trois pourraient être regroupés ensemble. Donc là encore, je peux faire un test multiple. Est-ce que à la fois, Mokotov et Ochota me donnent des coefficients qui valent 0? Donc on peut… Alors, on hésitait quand même sur celui-là. On est à 5%, on est un peu limite. Généralement, on prend un seuil à 5%, donc on pourrait dire, je suis moyennement confiant. Si jamais je fais un test multiple, on s'aperçoit que mettre les trois ensemble, il n'y a aucun souci. La p-value est à 17%, on est largement au-dessus de 5%, donc je peux sans aucun problème regrouper tout ça ensemble. Ils ont à peu près la même moyenne dans les trois groupes. Et donc, au final, je me retrouve avec trois groupes, tout simplement. J'ai trois districts qui sont vraiment différents. Le premier qui est assez gros, qui contient 6 petits districts, qui sont les quartiers plus populaires, avec une moyenne à peu près de logements à 3000. Un groupe plus élevé avec une moyenne à 4000. Et un groupe encore plus élevé avec un prix de logement au-delà de 5000. Okay. Donc, ces histoires de régression sur les variables factorielles, c'est très très lié à l'analyse de la variance telle que l'a proposé Fisher. C'est vraiment, est-ce que mes groupes, ils sont différents ou pas? Et après, on peut mettre en place des tests pour pouvoir faire des regroupements et dire ces groupes-là sont vraiment très proches et je peux les mettre ensemble. Okay. Donc, ça peut se représenter comme ça. Alors, je vous ai juste fait ici des tests de significativité. Donc, c'est juste, est-ce que j'étais parti de toutes mes catégories. Okay. Puis, je me demande, est-ce que quand je mettais cette modalité de référence, lesquelles étaient significativement pareilles? D'accord. Donc, je faisais juste des tests simples et donc j'avais envie de mettre ces variables-là ensemble. D'accord. Donc, j'ai juste permuté un petit peu tous mes groupes pour obtenir le graphe qu'on voit en bas. Et ce qui me dit, les 6 variables qui sont en bas, elles sont assez proches. Les 3 valeurs qui sont là, elles sont proches aussi. Alors, j'ai mis en blanc le fait qu'on était avec une p-value entre 5 et 10%. Okay. Mais les autres, il n'y avait pas de souci, on pouvait les mettre ensemble. Donc, on retrouve nos groupes
Donc, c'est vraiment juste des réagencements en fait, des matrices de corrélation quelque part qui s'observent ici. D'accord. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire ici. OK. Donc, euh, j'ai l'impression que ma capsule a déjà pas mal. Je sais pas, j'ai déjà fait beaucoup de choses dans cette capsule. Donc, je vais peut-être vous laisser regarder tranquillement l'analyse de la variance. Encore une fois, c'est vraiment plutôt du cours de Stat 1. Donc, vous avez la description formelle de ce qu'est l'analyse de la variance. OK. Donc, il repose sur l'idée que j'ai des moyennes, j'ai des YIJ qui sont gaussiennes avec un certain MUJ, et je peux calculer toutes les grandeurs qui sont des sommes des carrés des résidus, et vous allez observer toutes les choses classiques. Donc, c'est vraiment tous les grandeurs usuelles, et donc on va récupérer notre stade de Fisher, simplement parce qu'en fait, on va récupérer des qui2 dans tous les sens. Donc, voilà, il n'y a, rien de complètement novateur, encore une fois. J'essaie de faire un test de est-ce que toutes mes moyennes sont identiques, ou au contraire, est-ce que mes groupes sont différents. Okay. Je vous laisserai regarder ça tranquillement, c'est vraiment juste la stat de base. Okay. L'idée n'est pas forcément d'aller beaucoup plus loin. Encore une fois, ce sera plus intéressant quand on fera quand je le formaliserai un petit peu. Et voilà, il y a tout plein de fonctions qui permettent de faire des tests, en particulier de voir si jamais des différences sont significatives, d'avoir des intervalles de confiance, des différences de prix entre quartiers, tout ce genre de choses, sans trop de problème. Je vais mettre de côté l'approche de Tukey qui consiste à voir si jamais il y a des groupes qui sont vraiment différents ou pas. Je pense que c'est largement hors sujet. Mais voilà, sachez qu'autour de ces fonctions de type AOV, donc Analysis of Variance, ou même le ANOVA, il y a pas mal de choses qui existent. Et voilà, il y a des cours entiers là-dessus sur l'utilisation des variables factorielles. Nous, ça sera un petit peu anecdotique dans ce cours, donc j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, parce que les variables factorielles, on peut passer un cours entier sur le sujet, encore une fois. Moi, je suis juste là pour vous faire à la fois une introduction au modèle linéaire, mais que ça puisse servir dans la vraie vie, en sachant que dans la vraie vie, j'ai des variables catégorielles. Donc, je voulais juste vous dire, c'est quand vous avez des variables catégorielles, vous pouvez les mettre dans votre régression, premièrement. L'interprétation, elle est très simple. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a une modalité qui va toujours disparaître, qui est le modèle de référence. Et ça, je le formaliserai à partir des capsules suivantes. Okay. Et 3, je peux faire des tests. Je peux faire des tests qui consistent à faire des regroupements de variables, parce que par définition, quand vous avez vos données avec des variables factorielles, les groupes, ils viennent de on ne sait pas trop où. Ils viennent parce que dans vos données, ça a été collecté comme ça. D'accord. Si vous travaillez à l'assurance maladie, vous avez peut-être récupéré des données qui sont regroupées par ville, et peut-être qu'il y a plein de villes qu'on peut mettre ensemble. Peut-être qu'il y a 3 grands groupes de villes qui apparaissent, mais peut-être que toutes les villes de banlieue qui sont très proches, peut-être qu'elles sont pareilles. Okay. Donc, c'est vraiment cette idée que je peux peut-être simplifier mon modèle, donc que j'essaie de présenter un peu ici. Encore une fois, je vous représenterai à la fin pas mal d'exemples où on va travailler sur des données. On fera quelques exemples de mise en œuvre pratique. D'accord. Souvenez-vous juste de cette histoire d'ANOVA et de régression factorielle. D'accord. Encore une fois, je peux vous mettre à disposition des notes de cours sur l'ANOVA. C'est vite très technique et très calculatoire. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que derrière cette ANOVA se cache le test de Fisher, mais je vous présenterai dans un contexte beaucoup plus général, qui est juste en fait quand vous voulez faire un test de contraintes linéaires dans un modèle linéaire, vous allez voir cette ANOVA qui va apparaître. D'accord. Donc, c'est pour ça que je ne passe pas trop de temps ici, parce que si vous commencez à lire des notes de cours, vous allez vite tomber sur des formules très pénibles et très complexes, très calculatoires, du genre des expressions de ce genre-là un petit peu partout, qui ne sont pas forcément très simples à lire, même si c'est juste en gros des notions de variance intra et de variance inter. Donc formellement, c'est des objets qui ne sont pas très compliqués. Je vous l'ai expliqué avec des mots tout à l'heure. C'est juste dire, je vais regarder si les variances intra groupes sont suffisamment importantes pour pouvoir dire, mais oui, les deux groupes sont différents et ça vaut le coup de les séparer. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette longue introduction à la régression linéaire. Okay. On a vu la régression simple, on a vu un petit peu comment ça s'interprétait, on a vu l'importance des moindres carrés, on a vu qu'on pouvait avoir des variables x a priori continues, mais que si elles sont factorielles, ce n'est pas très grave, il y a juste à faire un petit peu attention. À partir de là, on a la base maintenant pour vraiment commencer le cours. Donc, je ferme ma parenthèse ici de petite introduction. On va vraiment se lancer dans le modèle linéaire de manière un peu plus formelle pour essayer de voir les propriétés de manière générale, quelles que soient les variables explicatives qu'on mette du continu, qu'on mette du qualitatif. Quand on met tout ensemble dans notre régression, qu'est-ce qui se passe? Okay. Donc, ce sera à partir de la prochaine capsule. Donc, la prochaine capsule, on rentre vraiment dans la régression multiple avec ses difficultés d'interprétation et tout ça. Et voilà. On a vu en tout cas l'essentiel de ce qui se passe quand on fait une régression. OK. Donc, je m'arrête là. Et puis, je vous laisse souffler un petit peu. Éventuellement, repassez-vous des passages si ça vous paraît complètement obscur.
Et voilà, je vous ai fait un espèce de point de vue global sur la régression simple.